Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire au sujet du business model Canvas. Qu'est-ce que le business model? Qu'est-ce que le business model Canvas? Et comment on se sert de cet outil pour challenger son idée? Alors, on part tout de suite. En termes de menu, nous avons une mini présentation du groupe Bacartilly. Une présentation de l'outil, hein. C'est important de savoir comment l'utiliser avant de l'utiliser dans le but de challenger son idée. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a finalisé son business model Canvas? Alors, qui sommes-nous? Baker Tilly, on est le 9e groupe mondial d'audit et expertise comptable conseil, hein. On a un réseau de cabinets indépendants. En France, on est à peu près 2000 collaborateurs, une soixantaine de bureaux. Et voilà, nos lignes de produits sont l'expertise comptable, l'audit conseil, la ligne historique, expertise RH, sociale, du juridique, du conseil et également de l'audit. Ça fait déjà beaucoup de choses, mais on sait aussi s'entourer d'experts qui sont spécialisés encore plus dans des thématiques que vous pourrez trouver sur la slide que vous voyez et que je ne vais pas détailler parce que nous n'avons pas le temps. Moi-même, donc, je suis à la base ingénieur chimiste et j'ai fait un IAE en administration des entreprises et management de projets innovants, et je suis spécialisé en innovation et stratégie d'entreprise. Et bien, écoutez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le fameux business model Canvas. Mais avant de s'attaquer à l'outil en lui-même, il faut d'abord bien comprendre ce que c'est que le business model. Le business model, finalement, ou alors modèle d'affaires ou modèle économique en bon français, c'est la manière dont votre entreprise va gagner de l'argent. Comment elle est organisée, qu'est-ce qu'elle vend, à qui elle le vend, de quelle manière, et finalement qu'est-ce qu'elle a en retour. C'est très important ce concept, mais il date pas finalement, il date pas de très longtemps, parce qu'un petit peu d'histoire, voilà, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les économies étaient locales, les gens achetaient ce qu'ils trouvaient un petit peu sur place, et on ne s'occupait pas d'inventer de nouveaux modèles, de faire du business, hein. C'était vraiment très basique à l'époque, et c'est uniquement après la Seconde Guerre mondiale que les économies s'internationalisent un peu plus. Il y a des nouveaux produits, il y a l'innovation, et du coup, on commence voilà, à avoir un petit peu la notion de stratégie, de concurrence. Et le mot business model, il est apparu dans un article de presse en 1947, hein, le Journal of Marketing, et il a fallu attendre les années 60 avec une intensification vraiment de cette notion de concurrence, de cette mondialisation, pour qu'on trouve le mot business model au niveau du titre et du résumé d'un article. Alors pour le gag, hein, c'est dans la revue de comptabilité en 1960. Et ce concept a pris son apogée et s'est vraiment démocratisé dans les années 90 avec, souvenez-vous, cette histoire de bulle internet avec des startups, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Durant cette période, en fait, avec l'émergence d'internet, entre guillemets, on a vu apparaître des nouveaux modèles d'affaires complètement révolutionnaires qu'il fallait pouvoir expliquer aux investisseurs. Donc, c'est des logos qui vous disent probablement quelque chose, mais à l'époque, voilà, expliquer qu'on vendait un clic, qu'on vendait un espace publicitaire sur une page internet, à l'époque, c'était révolutionnaire. C'est vraiment très important cette notion de business model, et je vais vous l'illustrer avec un exemple en 1 minute. C'est 2 consoles de jeux vidéo qui sont à peu près apparues à la même époque, hein, au milieu des années 80. Il y en a une qui avait 2 business models vraiment différents. Les marques ont vraiment choisi 2 choses différentes. La première, l'Atari 2600, a plongé l'industrie dans un krach, parce que le business model consistait à vendre la console très chère, et finalement, on connaît tous quelques jeux un peu iconiques, Pac-Man, Space Invader, et cetera, mais Atari laissait n'importe qui faire des jeux sur sa console, et du coup, il y a eu une déferlante de milliers et de milliers et de milliers de jeux, vraiment à la qualité très discutable, hein, qui étaient vraiment ficelés en 2 temps 3 mouvements, et ça a engendré un crack. Plus personne n'achetait de jeux vidéo dans les années, enfin 1983. Et la console qui a sauvé le monde des jeux vidéo avait un business model à l'opposé. C'est-à-dire que la console était vendue très peu cher, limite à perte. Et par contre, Nintendo s'assurait que les jeux qui sortent étaient tous de bonne qualité, donc en faisait lui-même, mais également autorisait des tiers à sortir uniquement après accord, et avec un partage, on va dire un certain pourcentage des ventes, Nintendo récupérait un certain pourcentage des ventes. Donc vous voyez, 2 business models complètement opposés, et ben, finalement, ont engendré des conséquences radicalement différentes. Et pourtant, il s'agit de 2 consoles
qui sont à peu près pareils, hein, voilà, une unité, une manette, des jeux et vous voyez que la notion de business model, elle est vraiment très, très importante. Elle peut engendrer des choses, radicalement différentes. Et ici, vous voyez les 2 personnes qui ont inventé le fameux business model canvas, hein, l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, enfin de notre présentation. Alors, à gauche, vous avez Yves Pigneur qui était, professeur, en management et système d'information à Lausanne et à droite, son élève à l'époque, Alexandre Osterwalder, qui faisait une thèse et donc à eux 2, ils ont peaufiné, ce business model canvas dans un livre qui s'appelle Business Model Generation. Alors en français, il s'appelle Business Model Nouvelle Génération. Je l'ai juste à côté de moi. Qu'est-ce que c'est que ce fameux business model canvas? C'est une manière de représenter le modèle économique vraiment en toute simplicité. C'est-à-dire expliquer comment l'entreprise, comme on disait tout à l'heure, est organisée, comment elle crée de la valeur, elle la délivre et elle en capture. Il y a 9 blocs. On va les passer en revue les uns après les autres. On va s'intéresser d'abord au bloc de droite, donc c'est plutôt orienté client et revenus. Et après, on ira sur le bloc de gauche qui est plutôt back office, donc activité, partenaires, ressources et coûts. Donc vous allez voir, ça peut paraître compliqué comme ça au premier abord, mais finalement, c'est assez simple. Le premier bloc, c'est le bloc des clients. Finalement, à qui vous vendez vos produits ou vos services. Évidemment, c'est le bloc le plus important. Il faut bien connaître ses clients. Ici, vous avez en bas, en vert, à chaque fois, quelques exemples caractéristiques. Donc, par exemple, le marché de masse, vous adressez à n'importe qui. Le marché segmenté, donc ça, vous adressez juste à une partie de la population avec des caractéristiques bien précises. Un marché de niche, où là, vous vendez vraiment à une typologie très, très précise de personnes. Marché diversifié, donc là, vous vendez plusieurs choses à plusieurs personnes et la plateforme multilatérale où là, finalement, vous vendez à deux, c'est un business à 2 bandes. Par exemple, les plateformes de mise en relation, il y a 2 types de clients. La deuxième case, c'est la case proposition de valeur. Donc, vous voyez qu'elle est en face de la case client parce que finalement, c'est ce que vous allez proposer. C'est la combinaison de produits et de services qui crée de la valeur pour votre segment de clientèle donnée. C'est très important cette notion de proposition de valeur parce que c'est un petit peu c'est la valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est ça qui vous différencie de vos concurrents. Donc c'est également très important de bien travailler cette proposition de valeur pour qu'elle soit la plus grande possible. Donc cette proposition de valeur, ça peut être une épine du pied que vous enlevez, à vos clients, ça peut être un gain que vous leur apportez, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, voilà, vous voyez, nouveauté, un produit mieux designé, vous avez une marque forte, des performances techniques, un accompagnement, des prix, d'accessibilité, personnalisation, fonctionnalité. Voilà, il faut être fatalement pour réussir dans une proposition de valeur élevée et voici quelques manières d'améliorer cette proposition de valeur. Les canaux. Alors les canaux de distribution et de commercialisation. Donc c'est comment, vous communiquez et vous entrez en contact avec vos segments de clients pour leur apporter cette fameuse proposition de valeur. Alors vous avez, différentes, zones, différentes étapes. La reconnaissance, c'est là où votre client vous voit, vous reconnaît. Ça peut être par exemple dans la rue, un magasin. Là où il vous évalue, donc là où il vous compare par rapport à vos concurrents. Là où il vous achète, là où la prestation est réalisée, parce que c'est pas forcément au même endroit, et là où a lieu, l'éventuelle prestation après-vente. Donc dans chacune de ces étapes, c'est très important de bien maîtriser, ces fameux canaux. La relation client, donc là, c'est comment quelle relation, hein, vous avez avec votre client? Est-ce que, vous êtes en contact juste au moment de l'achat? Est-ce qu'il y a d'autres relations, par exemple sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous faites participer votre client? Donc là, vous voyez l'assistance personnelle dédiée. Donc là, par exemple, les banques qui vous promettent que vous avez un seul conseiller pour vous, on rentre dans ce cadre-là. Vous pouvez faire participer vos clients, leur demander quel produit vous voudriez qu'ils voudraient que vous fassiez. Vous avez le self-service où là, le client, finalement, il vous voit quasiment pas, il se sert lui-même. Le service automatisé où il y a les fabricants les pizzas automatiques là qu'on trouve dans la rue. Et tout en bas de ce premier groupe de blocs à droite, vous avez les sources de revenus, donc combien ça vous rapporte. Donc ce bloc, c'est la trésorerie que vous générez auprès de chaque segment client. Donc c'est bien sûr les coûts, c'est les bénéfices moins les coûts, hein, les coûts doivent être retirés des revenus, pardon, pour créer des bénéfices.
là, est-ce que c'est la vente, de la location, de la vente de licences, des frais d'intermédiation? Est-ce que vous vendez vous rémunérez grâce à la publicité, des abonnements, et cetera, et cetera. Tout ça, ça peut représenter différents business models, divers et variés. Donc maintenant, on va passer de l'autre côté, le côté, on va dire plutôt back office, avec cette première brique qui sont les ressources clés. Donc ça, c'est les actifs que vous possédez qui sont les plus importants, que vous ne pouvez pas les supprimer, ils sont vraiment clés pour que votre modèle économique fonctionne. Ça peut être des ressources intellectuelles, donc c'est, on va dire, le nombre de brevets que vous déposez par an. Ça peut être des actifs physiques, par exemple les murs des hôtels, versus Airbnb qui possède aucun mur, pardon. Ça peut être des ressources financières, vous avez une structure financière qui est énorme et votre business model repose sur cette, la quantité de vos actifs financiers. Ça peut être des ressources humaines, voilà, finalement les personnes qui sur le terrain, produisent de la valeur ajoutée, elles sont essentielles, on peut pas s'en séparer. Les ressources clés, elles servent à fournir l'activité clé. L'activité clé, c'est les choses les plus importantes qu'une entreprise doit faire pour que son modèle économique fonctionne. Ça peut être, par exemple, la production, ça peut être la vente, ça peut être la résolution de problématiques, une activité de plateforme ou de réseau. Finalement, l'activité clé, c'est qu'est-ce qui est indispensable pour que votre proposition de valeur existe. Les partenaires clés, donc là, on est tout à gauche de l'outil Business Model Canvas. C'est les partenaires qui sont vraiment très, très importants, grâce auxquels le modèle économique fonctionne. Et ça, c'est très important de les sécuriser parce que si vous avez des partenaires clés, il faut sécuriser la relation que vous avez avec eux, pas qu'ils puissent du jour au lendemain vous dire au revoir, je travaille avec quelqu'un d'autre. Ça peut être des partenaires, des fournisseurs, des gens qui vous permettent d'économiser des coûts. Ça peut être on va dire des activités de l'entreprise qui sont pas indispensables et que vous pouvez sous-traiter. Par exemple, l'expertise comptable, la stratégie, voilà, tout ce qui est pas essentiel et tout ce qui n'est pas forcément votre métier premier. Et enfin, le dernier, donc la structure de coûts. Combien ça coûte? Quels sont les coûts les plus importants et évidemment, comment on peut faire pour les minimiser? Donc, vous avez des logiques de coûts, vous pouvez mener du travail organisationnel pour réduire les coûts avec le lean, vous pouvez sous-traiter des choses, faire des économies d'échelle, et cetera, et cetera. Donc vous voyez ici, vous avez maintenant que je vous ai décrit les différents blocs. Ah oui, juste au passage, alors le petit outil là, c'est un marteau. Moi, j'ai mis du temps à comprendre. Je pensais que c'était un pinceau, hein, pour être tout à fait honnête, mais non, c'est un marteau et je pense que ça, c'est du coup des parpaings. En fait, ce qui est représenté pour que ça soit bien compréhensible, c'est plutôt dans le BTP. Donc le résumé synthétique général, vous voyez les partenaires clés, alors soit ils effectuent des tâches, soit ils fournissent des choses aux ressources clés, les ressources clés qui sont utilisées dans le cadre de l'activité clé, qui elle-même produit la proposition de valeur, qui est elle-même vendue puis délivrée au client final, qui veut être mis en relation avec cette proposition de valeur. Et tout ça, ça engendre des coûts et des profits. Donc vous voyez un petit peu représenté de cette manière, il y a une certaine logique. Alors petit point confusion, attention à ne pas confondre le business plan et le business model. Le business model, donc c'est ce qu'on a vu, hein. Ici, vous avez la version, on va dire, du business model Canvas, qui est plus pratique pour écrire à l'intérieur, donc c'est plutôt des cases. Et le business plan, par contre, c'est le document qui vient expliciter toutes les caractéristiques de la création de votre business. Donc les moyens mis en œuvre, la stratégie, les prévisions financières, et cetera, et cetera. Donc effectivement, il y a le mot business à l'intérieur, mais attention, le business model, il est au cœur du business plan. Et le business plan, c'est un document écrit, donc faut vraiment faire attention à la confusion. Alors qui peut utiliser le business model Canvas? La réponse elle est toute simple, hein, tout le monde, parce que les entreprises et porteurs de projets peuvent décrire la manière dont ils gagnent de l'argent et dont ils sont organisés par ce biais. Alors en fonction effectivement de la taille d'entreprise ou des domaines d'activité stratégiques, peut-être qu'il faudra utiliser un business model Canvas par domaine d'activité stratégique, ou sinon on peut utiliser des couleurs différentes
pour bien comprendre la manière dont les choses sont organisées. Petit exemple de business model Canvas, alors c'est en anglais, excusez-moi, mais je pense que c'est suffisamment explicite pour que tout le monde comprenne. Donc, IKEA, hein, leur proposition de valeur, par exemple, c'est des meubles prêts à assembler, vendus à plat et qui utilisent le maximum des ressources renouvelables. Il y en a un deuxième, là, c'est Netflix. Alors il faudrait qu'il soit actualisé parce qu'ici, il y a écrit pas de publicité. Or, aujourd'hui, vous voyez, Netflix a une nouvelle offre qui propose de la publicité qui est beaucoup moins chère. Donc, il s'adresse à un segment de clients qui n'a pas beaucoup d'argent. Et eux, ils sont prêts à payer moins cher, mais pour avoir de la pub en contrepartie. Donc, c'est finalement une stratégie un peu différenciante. Donc, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que, par exemple, Amazon, c'est un partenaire clé de Netflix parce que c'est Amazon Web Services, donc le cloud computing. Netflix dépose ses séries et ses films et ses documentaires chez Amazon, qui est lui-même un concurrent avec Amazon Prime. C'est intéressant de le noter, mais c'est un partenaire clé. Si Amazon dit du jour au lendemain à Netflix, c'est plus moi qui vais sauvegarder tous vos contenus, ils vont être bien embêtés. Alors, comment utiliser le business model Canvas pour challenger son idée une fois qu'on a une idée, bien entendu? Vous avez différentes manières. Alors, la première manière, qui est un peu la plus simple, c'est de «secouer» entre guillemets chacun des 9 blocs pour, on va dire, approfondir, pour imaginer des nouvelles caractéristiques et pour réfléchir. À l'aide de questions types, donc je vous enverrai le document, hein. L'annexe 1, vous voyez que c'est des questions pour approfondir chaque bloc. Alors, on va pas tous les faire parce que du coup, ça fait une centaine de questions. Mais, par exemple, la segmentation client, si vous répondez à chaque offre, ça va vous faire cogiter. Finalement bon, on va les lire celles-là quand même, mais on va toutes les faire parce que du coup, il y en a 9. Pour qui l'entreprise crée-t-elle de la valeur? Bien connaître son client. Qui sont-ils? Dans quelle tranche d'âge se trouvent-ils? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs spécificités? Quels sont éventuellement les besoins et désirs en aval de votre offre et en amont, pour pouvoir éventuellement vendre quelque chose avant et après? Quel segment, vous devez cibler en priorité? Quel est le nouveau service que vous pourriez proposer qui pourrait compléter votre offre? Et cetera, et cetera, et cetera. À chaque question, essayez de répondre et vous allez voir que ça va vous faire travailler. Hop, je reviens en arrière. Ça peut être un outil de réflexion collective. Si vous représentez le business model Canvas sous cette forme et que vous écrivez à l'aide de post-it, on peut, déjà d'une part ensemble, avec l'équipe de créateurs, réfléchir, et challenger un petit peu les zones comme ça, mais ça vous permet de représenter là où éventuellement il y a des choses à voir, il y a des choses qui vont pas. Donc sur un mur, c'est un exercice qui est vraiment très intéressant. Ah, ça peut être un outil de réflexion prospective. En analysant et en imaginant les forces qui pèsent ou qui pèseront, sur, votre business model, donc les menaces, opportunités. Alors elles sont listées ici, hein, vous avez les tendances réglementaires. Ça ressemble un petit peu à l'outil Pestel, les forces macroéconomiques, les forces du secteur, les nouveaux entrants, et cetera, et cetera. C'est pareil, hein, en annexe 2, j'ai une liste de questions, pour imaginer les choses. Elles sont représentées ici, hein, dans leur thématique générale. Si je vais dans l'annexe 2, du coup, vous avez des questions pour les réflexions prospectives, pardon, sous forme de menaces et d'opportunités. Par exemple, sur la proposition de valeur, est-ce que vous avez des produits et services qui peuvent se substituer à votre propre proposition de valeur? Est-ce que des concurrents menacent de proposer de meilleurs prix ou plus de valeur? Et au contraire, est-ce que vous pouvez générer des revenus récurrents en convertissant des produits en services, et cetera, et cetera? Donc pour chacun des blocs ou blocs de blocs entre guillemets, vous avez des questions menaces et opportunités et du coup, c'est pareil, ça vous fait réfléchir, et ça vous permet éventuellement de pivoter un petit peu dans votre tête, sur toutes ces notions. Voilà, vous aurez tout ça dans le document que je vais vous envoyer. Le business model Canvas, pour challenger son idée, un nouvel outil de créativité. Alors il y en a un qui est super rigolo, ça consiste à rédiger votre business model Canvas, mais sous forme de dessin. C'est assez différent, de l'écriture. Ça veut dire ça fait travailler la zone, un des hémisphères du cerveau, qui est plus propice à la génération d'idées. Donc ça, c'est très intéressant et vous pouvez, éventuellement, faire un storytelling autour de votre business model, toujours sous forme de BD.
Dessiner votre client cible, à quoi il ressemble, donc ça c'est pareil, hein, ça incite à réfléchir sur l'éventuelle segmentation. Dessiner à comment le client rencontre le produit ou le service, voilà, quelle est son émotion, qu'il ressent, en le rencontrant, bah, du coup c'est la suite. Pourquoi est-ce qu'il choisit ce produit ou service plutôt qu'un autre? Donc là c'est pareil, ça vous incite à vous positionner par rapport à la concurrence. Quelle relation sera entretenue avec le client? Comment vous allez, vivre un petit peu, continuer à vivre dans son paysage? Quels bénéfices, le client obtient-il avec, votre produit et service, quand il l'utilise? Tout ça, ça vous permet de peaufiner et de votre proposition de valeur et peaufiner, qui sont vos clients cibles. Nouvel outil de créativité, ça c'est utiliser, c'est assez classique en stratégie, hein, c'est, utiliser des idées pour créer, renforcer, exclure ou diminuer. Dans chacune des cases, en fait, vous pouvez, imaginer des choses. Bon alors évidemment, il vaut mieux renforcer, sa proposition de valeur, ses flux de revenus et plutôt diminuer, ses coûts et exclure, certains, partenaires qui sont pas forcément clés. Enfin, vous voyez l'idée, hein, l'idée, c'est de vous faire encore une fois travailler, vous challenger. Alors, il peut être aussi utilisé en créativité pour, imaginer, on va dire des épicentres d'innovation. Avec quelques exemples, je vais vous expliquer que des innovations, elles peuvent partir d'épicentres, donc de côté, de certaines cases du business model Canvas. Typiquement, les ressources, on parlait tout à l'heure d'Amazon, le Amazon Web Services, et ben eux, ils sont partis, de leurs ressources parce que, ils avaient une infrastructure, qui était, suffisante pour eux-mêmes, mais qui était tellement surdimensionnée qu'ils se sont dit: «Mais pourquoi finalement on ne vendrait pas de nos ressources, une partie de nos ressources informatiques à d'autres?» Et donc grand bien leur en a fait puisque, pendant des années, ils ont été, Amazon a gagné de l'argent uniquement, grâce à Amazon Web Services. Donc vous voyez, ça vient de la gauche. Les finances, quand Xerox a imaginé qu'au lieu de vendre des photocopieuses, et ben, ils vendaient, des photocopies, un nombre de photocopies. Alors c'est une forme, d'abonnement, enfin c'est un espèce d'abonnement un peu hybride, mais ils sont partis finalement d'un business model, différenciant au niveau de la manière de vente, donc des ressources, enfin des revenus, et des coûts. L'offre, par exemple Bricoman, eux, ils ont décidé un jour de livrer sur chantier. Donc ça c'est bien pratique pour, les chantiers où, il manque quelque chose, et on en a besoin assez rapidement. Ça vient du coup de la proposition de valeur. 23andMe, c'est une société américaine, qui décode votre génome et eux, ils sont partis des clients. Avant, ils proposaient ça uniquement, à des, labos, plutôt enfin, pour voir s'il y a pas des maladies génétiques, donc les hôpitaux et cetera et cetera. Ils se sont dit: «Bah, finalement, on pourrait le vendre à tout le monde pour, trouver un petit peu quels sont les morphotypes des uns des autres et essayer de deviner, enfin de deviner, de découvrir, d'où viennent, les gens en termes de, voilà, de grands-parents et de zones géographiques. Et vous avez des innovations multicentres, par exemple, quand Decathlon décide de mettre en location ses produits plutôt que de les vendre, bah, il y a des changements, ça influe, c'est des changements un peu partout dans le business model Canvas, donc là, c'est multi-épicentre. Vous avez également un outil de prise de décision. Quand vous hésitez entre 2 business models, il peut être utilisé pour noter, chacune des cases et finalement avoir un score un petit peu, pas indépendant, mais un score, objectif, pour, savoir quel est le meilleur business model. Donc je vous ai détaillé ça en annexe 3, on y va tout de suite. C'est un outil en fait pour noter, votre business model. Typiquement, j'en prends un au hasard, voilà, relations clients. Les relations clients sont solides, donc là vous pouvez noter 1, 2, 3, 4, 5 ou les relations sont fragiles. Donc par exemple, si, les relations sont très fragiles, vous mettez -5 et ça vous apporte une note ici, et tout à la fin, vous avez un score général. Donc c'est un outil, Excel pour noter un business model. Et donc comparer, si vous avez, plusieurs business models en tête, c'est évident qu'il faut pas les lancer tous en même temps. On court pas tous les lièvres à la fois et donc c'est un outil très intéressant pour, vous orienter stratégiquement sur votre meilleure idée de business model. Quelques petits conseils maintenant, on arrive sur la fin. Analyser les interactions, les interrelations pardon, entre les différentes cases. C'est assez évident que les cases, elles sont liées les unes aux autres quand vous, modifiez une proposition de valeur. Il ne faut pas oublier,
tous les impacts que ça peut avoir, alors proposition de valeur ou n'importe quelle case, mais il y a forcément des impacts sur d'autres cases dans ce business model Canvas. Donc, il ne faut pas modifier des idées, les cases isolément les unes des autres. Souvent, il y a des impacts sur les autres cases, donc il faut bien avoir la grande image en tête pour traduire l'expression anglaise. Utiliser des outils d'analyse complémentaires, donc ça c'est utiliser des outils simples comme le SWOT et le PESTEL. Je vous renvoie vers mes webinaires sur le diagnostic stratégique. Le business model Canvas, c'est un outil puissant, mais il faut quand même, on va dire, valider les choses avec un prisme un peu différent. Et surtout, rester ouvert aux commentaires et aux idées. Ça, c'est un petit peu général quand on crée, quand on est mis dans le guidon, on peut avoir du mal à prendre de la hauteur. Donc voilà, écoutez attentivement les commentaires de vos collègues et de vos partenaires et de vos clients potentiels et utilisez-les pour affiner votre modèle économique. Et après, donc ça c'est très bien, hein, ce business model Canvas, mais c'est pas une fin en soi, puisque, après il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça a beau être on va dire, la première ou la deuxième étape, après le brainstorming, si on n'a pas d'idée, mais le business model, c'est vraiment valider, la première, enfin c'est valider on va dire l'idée de manière théorique, mais après il faut, valider l'idée, on va dire sur le terrain avec une étude de marché, heu, faire son prévisionnel financier, le business plan, il y a les démarches de création d'entreprise si vous créez une entreprise, aller chercher des financements et cetera et cetera. Donc il y a beaucoup d'étapes encore, mais elle est immédiatement suivie, par la réalisation d'une étude de marché et là je vous renvoie vers mon webinaire sur l'étude de marché. Bah, écoutez, on arrive à la fin, et on a eu 28 minutes, on a même 2 minutes d'avance. Cet outil Business Model Canvas, il a que 10 ans, hein, c'est un outil assez récent en matière voilà, de stratégie, mais il est vraiment bien foutu, et ce qui est génial, c'est que, quand vous l'utilisez, vous êtes à une phase, très, très amont de votre projet, donc vous avez la possibilité de pivoter, sur le papier, dans votre tête, assez rapidement. Vous pouvez, ajuster les choses, sans conséquence. Donc c'est important de prendre le temps de bien secouer les idées comme on a vu tout à l'heure, de secouer les 9 blocs pour avoir le meilleur, business model possible. Parce que voilà, une fois qu'on est lancé et qu'on veut changer des hypothèses, et qu'on a déjà engagé des dépenses, bah, c'est un peu plus compliqué. Donc autant passer plus de temps sur cette partie business model Canvas et un peu moins de temps éventuellement sur le reste, mais c'est important, de pas passer à côté. Bah, écoutez, je vois qu'il y a aucune question, bah, je vous propose, d'en arrêter là et voilà, vous aurez le document, je vais vous l'envoyer, dans la foulée et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.